minutes. Nous sommes contraints aussi un petit peu par le temps. Monsieur le rapporteur va vous poser une série de questions. Je vais en ajouter quelques autres. Merci d'avoir brossé ce tableau important. Nous avons déjà noté un certain nombre de recommandations qui sont formulées dans votre expression de ce matin. Comme vous l'avez dit, demain matin, nous serons donc en possession des éléments que vous allez nous faire parvenir. Mais je vais d'abord passer la parole à monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Défenseur des droits, vous avez été extrêmement exhaustif. Donc ça nous laisse peu de temps et de place pour l'échange, qui est un peu quand même aussi le principe de l'audition devant ce type de commission. Je vais donc me cibler sur 2 points, parce que c'est des points sur lesquels on aura, je pense, un débat, nous, à l'intérieur de la commission. Le premier, c'est les moyens de force intermédiaires que vous avez évoqués. Avec cette frontière entre maintien de l'ordre et pas maintien de l'ordre. Donc nous, on s'intéressera qu'à la question du maintien de l'ordre. Mais le paradoxe, c'est que, bon, Taser, par exemple, n'est pas en dotation, de même que Flashball, des unités spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre. Donc on n'en a pas chez les gendarmes mobiles, on n'en a pas dans les compagnies républicaines de sécurité. Mais il est néanmoins utilisé dans un certain nombre d'opérations de maintien de l'ordre par des forces qui en sont dotées et qui ne sont pas spécialisées dans le maintien de l'ordre. Donc, un des premiers sujets sur lesquels nous nous efforçons de recueillir le maximum d'informations et de sources divergentes pour voir si les informations, elles, sont convergentes, c'est qu'en tout cas, le sentiment qu'on a, c'est que les accidents déplorés, les victimes de ce type de moyens de force intermédiaire ne le seraient pas. À ce stade, j'utilise le conditionnel, mais si vos lumières nous permettent, par rapport à la vision qui est la vôtre, de nous éclairer sur ce point, ne serait pas la résultante de l'emploi du LBD 40, en l'occurrence, puisque c'est le seul moyen de ce type dont disposent les unités spécialisées dans le maintien de l'ordre, ne serait pas le fait de l'usage de ce moyen de force intermédiaire par des unités spécialisées, mais serait l'usage par d'autres types de forces qui sont amenées ponctuellement à faire des opérations de maintien de l'ordre. Et je m'en arrête là sur ce périmètre, parce que naturellement, après, il y a l'usage qui est fait par les forces de l'ordre du taser, du flashball ou du LBD en dehors d'opérations de maintien de l'ordre, et ça sort du champ de notre commission et des recommandations qu'elle pourrait être amenée à faire. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que moi, j'ai d'abord poser une question principielle aux forces de l'ordre spécialisées dans le maintien de l'ordre. Mais pourquoi utilisez-vous et dans quelles circonstances pouvez-vous être amené à utiliser ce type de moyens de force intermédiaire ? Le principe du maintien de l'ordre français, c'est la gestion d'une foule de manière collective, c'est le maintien à distance. Donc en quoi pouvez-vous avoir besoin ? Et la réponse qui est apportée et qui, j'avoue, ne doit pas être écartée d'un revers de main, c'est quand on est dans une situation où on identifie un individu qui envoie des projectiles de manière précise ou autre chose, ou bouteilles d'acide, engins explosifs, etc., en direction des forces de l'ordre, alors là, avec cet outil, en ayant recours à un agent dûment habilité à s'en servir, formé comme tel, sur une instruction précise d'une hiérarchie bien organisée et dans un cadre qui, statistiquement, on aura les chiffres, mais est rare, nous neutralisons la personne qui continue à envoyer des chemins. Donc, du point de vue de la doctrine, l'emploi de ce type de matériel, s'il respecte les protocoles, n'est pas à écarter totalement. Mais la question que je pose, puisque j'ai bien lu la recommandation numéro 6 de votre rapport, etc., c'est est-ce qu'il n'y aurait pas, de votre point de vue, lieu et justification à distinguer, encore une fois, pour le maintien de l'ordre, ce qu'on permet de faire à des unités qui sont spécialisées, spécialement formées, qui répondent à des protocoles d'emploi très précis et dont, à ma connaissance, l'emploi n'a pas provoqué les éléments attentatoires à l'intégrité physique inacceptables qu'on connaît par ailleurs et qui font l'objet d'un certain nombre de procédures légitimes quand les gens sont
handicapés à vie, mutilés à vie. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer dans les opérations de maintien de l'ordre ce qu'on autorise comme moyen de force intermédiaire aux compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles, pour faire clair, et qu'on n'autorise pas, toujours dans les opérations de maintien de l'ordre, à des forces qui sont non spécialisées sur le sujet. Ça, c'était ma première question, parce que ce sera un élément sur lequel nous aurons sans doute à nous prononcer au terme du rapport que je présenterai. Le deuxième sujet concerne la question de la prévention et de tout ce que vous avez abordé par rapport aux interpellations préventives, aux interdictions d'être ici ou là. Bon, il y a pour moi une préoccupation qui ressort de tout ce que nous avons, puisque vous êtes notre dernière audition publique. On a commencé début janvier et nous terminons par vous. Donc, il ressort d'une manière assez convergente que se glisse dans les manifestations, ou aux abords des manifestations, ou à la fin des manifestations, des individus qui n'ont strictement rien à voir, ni avec les organisateurs de la manifestation, ni avec l'état d'esprit des participants avec la manifestation, pas davantage avec les mots d'ordre qui sont ceux de la manifestation. Donc la question est de savoir comment on peut essayer de prévenir ce type de participation qui perturbe tout le monde. On a vu que pour des manifestations sportives, il y a des dispositions qui ont été trouvées et que ces dispositions ont plutôt fait leurs preuves, avec l'interdiction d'entrer dans le stade. Mais on sait aussi que la manière dont on contrôle le fait d'entrer ou de ne pas entrer dans un stade, bah, tu rentres ou tu ne rentres pas, c'est relativement simple. On est plus compliqué, naturellement, quand on est dans un exercice qui se déroule sur la voie publique, par rapport à la liberté d'aller et venir et un certain nombre de principes. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être compatible avec les droits que vous êtes là constitutionnellement pour défendre, qu'on introduise dans notre droit, puisque vous avez dit effectivement il y a un vide juridique qui fait qu'un certain nombre d'actions qui sont menées aujourd'hui en termes de prévention sont sans base légale, de retenir préventivement, enfin en tout cas de trouver un système, c'est pas retenir préventivement, je pense que c'est pas la bonne solution, mais pour empêcher quelqu'un de participer à une manifestation. Je m'explique sur le dispositif tel que pour l'instant il chemine dans mon esprit à travers la somme des auditions que nous avons pu avoir et la divergence aussi des propos, bien sûr, sur le sujet. D'abord, il faudrait qu'une telle disposition législative cible un public de manière extrêmement stricte, c'est-à-dire dans mon esprit des personnes qui auraient déjà fait l'objet d'une condamnation définitive liée à leur comportement dans une manifestation. Voir à quel niveau de condamnation et par rapport à quel reproche. La deuxième chose, c'est que moi, je ne crois pas au pointage au commissariat, je ne crois pas à la rétention préventive, qui est quand même une mesure privative de liberté, etc. Mais est-ce que, quand on sait par exemple que l'autorité civile prend des dispositions dans une manifestation, il y a un itinéraire, il y a des voies adjacentes, et en général, sur cette partie-là, il y a des autorisations qui sont données pour procéder à des contrôles et à des vérifications d'identité. Donc on a un périmètre. Est-ce qu'une mesure d'interdiction administrative qui serait notifiée préalablement à des personnes précises, celles dont j'ai cité les cas qui pourraient entrer en ligne de compte, en disant « vous n'avez pas le droit de telle heure à telle heure de vous trouver à tel endroit, et donc par conséquent, si vous vous y trouvez, vous commettez une infraction dont il faut définir les sanctions auxquelles elle expose », est-ce que vous pensez que c'est acceptable du point de vue des principes du droit, du respect des libertés individuelles? Voilà les deux sujets sur lesquels je voulais vous interroger, parce que ce sont des sujets sur lesquels, je pense, le rapport aura à indiquer un certain nombre de choses.